Trading, crypto, investissement. Trois mots qui suscitent désormais de la crispation au sein de l'opinion publique. En cause, les affaires d'abus de confiance et d'escroquerie enregistrées au cours des 10 dernières années suite à la fermeture des sociétés dites de placement de fonds agissant au niveau local. Dans bien des cas, ces sociétés qui promettent des montants faramineux disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues, après avoir dépouillé leurs clients qui se retrouvent confus. Comment faire du trading dans le respect de l'éthique? C'est le thème de ce café juridique qui réunit des experts désireux d'apporter leur éclairage à ce sujet. Il s'agit de Kafou Jem, CEO de Greenleaf Investment, d'Aubin Bobda, trader indépendant, et de Frank William Zwetom, directeur conseil et audit chez Grant Thornton. Alors pourquoi un café juridique autour du thème du trading et de l'investissement? Pourquoi un café juridique autour du respect de l'éthique dans le domaine du trading, de l'investissement? Tout est parti d'un constat, un constat qui a été établi par l'équipe de rédaction des Insights de l'Echo. Quand on fait une rétrospective sur les 5 dernières années, tout au moins sur les 5 dernières années, on se rend compte qu'il y a une multiplication des cas de... Je ne sais pas si on va parler de fraude, parce que le but, c'est pas d'indexer qui que ce soit, mais c'est de faire un état des lieux pour dégager des perspectives. On s'est rendu compte qu'il y a des abus qui ont été commis, des personnes qui ont été abusées, pourtant à la base elles pensaient effectuer des placements. On s'est rendu compte que les autorités financières, que ce soit au niveau local, c'est-à-dire par pays, ou même au niveau continental, c'est-à-dire sur l'Afrique, ou même au niveau international, c'est-à-dire dans les autres pays, et vraiment au niveau international, comme cela s'entend, ces autorités financières ont souvent tiré la sonnette d'alarme, parfois même se sont retrouvés en train de taper sur les doigts de certains opérateurs, de certains acteurs du trading et de l'investissement. Donc, quand on prend en compte cette rétrospective qui fait état de toutes ces situations préoccupantes, de notre point de vue, il était important de pouvoir plancher dessus et de pouvoir plancher dessus en recueillant les avis d'experts. C'est pour cette raison que nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi, dans le cadre de ce café juridique, euh, en, euh, Aubin Bobda, qui est trader indépendant basé au Cameroun à Douala. Aubin, rassurez-moi, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Donc à côté d'Aubin, nous avons Kafou Jem, qui est CEO de Greenleaf Investment, une entreprise spécialisée dans le trading. C'est bien ça, Kafou, s'il vous plaît. Oui, c'est bien ça, spécialisé dans le trading et l'investissement aussi dans le marché des capitaux. Ok, merci. Et enfin, comme troisième panéliste, nous avons Frank Williams Wetom, qui est directeur conseil et audit chez Grant Thornton. Est-ce que c'est bien ça, Frank? Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, merci à tous les trois d'avoir bien voulu vous rendre disponibles pour prendre part à cet entretien. Euh, Nous allons embrayer avec la première préoccupation. S'il fallait, euh, s'il fallait vous présenter à l'entame de cet entretien, que diriez-vous? En fait, la question est toute simple. Peut-être il faudrait que je la reformule. Qui est Aubin Bobdar? Qui est Kafou Jem? Qui est Frank William Zwetom? Vous avez la parole, hein. Bon, étant donné qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'ordre de priorité Donc, allez-y. Bon, je vais y aller. Euh, donc, alors, Franck Zwetom, citoyen engagé, citoyen du monde engagé. Bon, je suis ingénieur de formation. J'ai embrassé une carrière de consultant en transformation numérique et en cybersécurité dans le secteur bancaire il y a 12 ans en France. Et j'ai exercé dans un certain nombre de cabinets de conseil en France, tels que EY, tels que Mazars. J'ai exercé également au Cameroun chez Mazars pendant quelques années.
très récemment. Et puis Grant Thornton à Paris, où je suis actuellement directeur conseil et audit dans le secteur bancaire, sur des questions de transformation numérique, de gestion des risques opérationnels, notamment les risques de cybersécurité, y compris les questions de fraude aussi, fraude opérationnelle via le numérique. Donc c'est en cela que les sujets liés à l'investissement, au trading, parce que c'est du marché, ce sont les marchés de capitaux, c'est un secteur bancaire spécifique, lié à la fraude et lié à la protection des citoyens, des investisseurs, m'intéresse au premier chef. D'où le citoyen engagé que je suis. Merci, c'est bien noté, Franck. Passons la parole à qui veut bien la prendre. Moi, je laisse mon aîné parler en premier. Oui, déjà, je dirais, moi, c'est pas faux. Et je suis économiste, on va dire. Déjà, j'ai un background en droit, parce que au Cameroun, en passant par l'université de Soir, où j'ai eu ma licence en droit et un diplôme en sciences politiques. Et puis, je suis parti vers l'Europe, où j'ai eu mon master, un MBA à Aalborg University au Danemark. C'est au nord du Danemark, une grande université. Mais avant mon master, j'étais déjà dans le marché financier depuis, on va dire, pratiquement 2010. Avec différentes institutions financières à Limassol, à Chypre, en Angleterre, en Allemagne. Voilà, j'étais un peu partout. Et bon, ça fait plus ou moins plus de 12 ans de carrière. Et en même temps, j'ai décidé d'ouvrir ma première boîte. C'était il y a en 2013, il y a cela 3 ans, qui s'appelle Caesar Crest Capital Management, qui est basé en Angleterre. Bon. Bref, je suis arrivé au Cameroun, j'ai aussi ouvert la boîte de Greenleaf Investment Management. Greenleaf, c'est une boîte qui fait dans le trading et l'investissement aussi. Mais sauf que je viens avec Greenleaf parce que j'avais un projet avec un broker qui voulait s'installer au Cameroun. Il s'appelle Finax Capital. Donc, qui je suis comme a dit mon confrère, je suis un citoyen du monde, je suis quelqu'un de très ouvert, toujours disponible pour passer un coup de main. Donc, c'est moi. C'est Cafou, en fait. Ouais, merci. Merci également à toi, Kafou, et nous passons la parole maintenant à Aubin. Je suis Aubin Bonda, je suis trader indépendant au Cameroun. Passionné des marchés financiers depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire dans les marchés financiers. Moi, mon premier objectif depuis tout petit, jusqu'à présent, c'est de construire une forme de plateforme qui va permettre d'avoir des cotations sur des matières premières agricoles surtout au niveau du Cameroun en fait. Et aussi d'avoir aussi un fonds d'investissement. C'est ce que mon grand frère a déjà. Et donc, je suis passé des marchés financiers. Lorsque j'ai commencé à dispenser les conférences, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes d'abord beaucoup confondaient. On a un petit souci au niveau du son. Et je crains qu'en fait, toi, ta voix soit moins audible que celle des deux autres. Or, le but, c'est de pouvoir vous entendre tous les trois clairement. Pourtant, je parle à haute voix. Bon, là, c'est mieux. Là, ta voix sort plus clairement. Ouais, je parle à haute voix. Comme je disais tantôt, je suis passionné des marchés financiers. Mon objectif actuellement et lors de cette séance, vraiment, c'est de contribuer de par ma petite expérience sur les marchés et d'éclairer surtout ceux qui ne comprennent pas ce qu'est réellement le trading, ce qu'est réellement l'investissement, comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent exactement
et de pouvoir faire la petite nuance, ou bien la grosse nuance même, entre le trading, l'investissement et ce qui était proposé actuellement ici au Cameroun en fait. Ok. D'accord, merci à tous les trois pour ces éléments de réponse que vous nous avez donnés. On va embrayer avec la préoccupation suivante. Pour vous, à quelle réalité renvoient les notions de trading et d'investissement? En fait, cette question a été posée dans le but de pouvoir définir clairement, notamment pour les personnes qui nous suivent, les notions de trading et les deux notions, celle de trading et celle d'investissement. Donc, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai une question, Yvan. Oui. Est-ce est-ce que c'est possible que j'intervienne en anglais? Il n'y a pas de souci. Puisque moi, je suis beaucoup plus Il n'y a pas de relax quand souci, j'interviens sauf... en anglais. Enfin, bon, vas-y, hein, on peut pas... Mais par contre, je souhaiterais, si c'est possible, que tu puisses à ce moment-là donner des éléments de réponse. Bon, pense peut-être en Bon, français et en bah, anglais. ça va, moi, je le fais en français, il n'y a pas de souci, je vais continuer en français. Bah, allez-y, la question, Aubin, je ne sais pas si tu veux intervenir déjà sur le niveau. D'accord, je vais donc intervenir dessus. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une très grosse différence entre, du moins, le concept de trading et d'investissement sont très liés. C'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Ils sont très liés et ici, très différents. Okay. Pour commencer, le trading, d'abord, c'est l'achat et la vente. Okay. L'achat et la vente de produits financiers, ça peut être des titres, ça peut être des devises, ça peut être des instruments dématérialisés tels que des actions d'entreprise, des obligations, ainsi de suite. Et avec le trading, ce que l'on fait, c'est d'avoir des bénéfices à court terme, court et moyen terme sur des fluctuations de prix. Et les fluctuations de prix sont données par les différents outils que l'on utilise. Et on ne va pas entrer dans la technologie derrière les applications experts. Mais c'est ça, en fait, le trading, c'est tout juste l'investissement à court ou à moyen terme en bénéficiant tout juste des fluctuations que le marché propose. Et on bénéficie des fluctuations sur les prix, la variation des cours des prix. Okay? Maintenant, avec l'investissement, par contre, l'investissement, c'est quelque chose qu'on fait à long terme. L'achat et la possession d'actifs ou d'immobilier peut être aussi d'autres actifs tels que des obligations ou bien des actions que l'on détient à notre nom sur le long terme. Donc ici, là, ce qu'on vient rechercher avec l'investissement, c'est une évolution positive de notre actif, de notre portefeuille en fait. On vient rechercher une évolution positive sur le long terme, contrairement au trading où on vient capter juste des fluctuations de prix à court ou à moyen terme. Okay? Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, la nuance qu'il y a eu avec, moi je vais essayer de rapprocher ça, si peut-être il va me permettre, si le contexte le permet déjà, de rapprocher avec ce qui se passait déjà ici au Cameroun. C'est qu'on ne proposait pas de trading en fait. Les entreprises sur place ne proposaient pas réellement de l'investissement. Parce que lorsqu'on parle d'investissement, il doit y avoir un sous-jacent derrière qui prend de la valeur et un sous-jacent qui, pour la plupart du temps, produit de la richesse, okay, contribue à l'évolution économique. Okay. Mais par contre, ce qui se passait, n'était pas réellement du trading. Parce que voilà, il n'y avait pas vraiment de sous-jacent. La plupart de ces entreprises, si l'on consulte, lorsqu'on a consulté, après qu'elles aient déposé des bilans, lorsqu'on a consulté, on a vu qu'il n'y avait pas réellement de sous-jacent. Sinon, lorsqu'une entreprise, justement, qui s'est dit investir sur les marchés financiers, ou bien investir, du coup, à travers des produits financiers, en principe, lorsque tu déposes le bilan, on doit avoir un portefeuille d'actifs que l'on peut revendre au plus offrant pour pouvoir distribuer l'argent à tous ceux qui investissent dedans. Mais si on ne peut pas consulter, qu'on voit en compte qu'il n'y a pas de portefeuille, il n'y a rien. C'est que forcément, ce n'est pas de l'investissement que tu proposais, mais c'est un tout autre service, toute autre chose qui est proposé en fait. D'accord. Donc, pour ma part ici, la nuance que moi je propose ici, le trading, c'est quelque chose qu'on pratique à court ou à moyen terme à travers des fluctuations de prix. Et l'investissement, c'est lorsque tu décides de t'asseoir, de consulter, d'étudier, de comprendre l'actif ou le produit dans lequel tu veux investir à long terme. Ok, merci Aubin. Nous poursuivons avec les deux autres intervenants. Pour vous, c'est quoi le trading? Pour vous, c'est quoi l'investissement? Bon, alors, moi, je vais présenter ça sous le prisme comptable.
et financier. Qu'on soit une entreprise ou une personne physique, on a des revenus. Ça peut être, si je prends le cas d'une entreprise, ça s'appelle des passifs. Ça peut être des emprunts, ça peut être des capitaux propres qu'on souhaite rentabiliser. Donc à partir du moment où on a ce passif, ces capitaux propres, on a de l'argent et qu'on souhaite le fructifier, on va acquérir des actifs. Donc on va investir dans des actifs rentables. En gros, l'investissement, c'est une politique de gestion de son argent. C'est soit j'épargne et j'ai une rentabilité moindre au regard du taux d'intérêt si j'ai déposé de l'argent dans la banque, soit j'achète des actifs en me disant que ces actifs seront rentables. C'est ça la logique de l'investissement. Maintenant, les actifs, ça peut être des produits financiers, ça peut être l'acquisition d'une autre société, ça peut être tout et n'importe quoi, du moment où j'estime que derrière, à terme, il y aura une rentabilité. Donc c'est ça, en fait, l'investissement. C'est transférer mes passifs vers les actifs pour que ces actifs produisent de la valeur. C'est ça l'investissement, de mon point de vue. D'accord. Maintenant, le trading, c'est une activité. C'est une activité qui permet de piloter sa stratégie d'investissement. Je donne un exemple simple. Si j'investis dans un fonds, je prends par exemple une société, on parle du Cameroun par exemple. Il y a des sociétés d'investissement comme Harvest Asset Management, donc qui a des fonds, qui détiennent des fonds dans lesquels on peut investir. Quand j'investis dans un fonds, donc moi je dis que je vais investir dans un fonds action, ça peut être des actions des sociétés du Cameroun, par exemple des actions de la Socapam. Derrière, il y aura des traders qui vont aller jouer en fait sur ces investissements pour maximiser la rentabilité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils vont les vendre, il y a des moments où ils vont les acheter, il y a des moments où ils vont les prêter. Hein, mais dans une perspective de rentabilité. Donc pour moi, le trading, c'est vraiment une activité. C'est une activité qui permet d'optimiser ses investissements. Et l'investissement, c'est une logique d'activité d'investissement. Voilà comment, en fait, moi, je présenterais ça, ces deux concepts. D'accord. Merci Franck. Et maintenant Kafou. Oui, merci Franck, merci Odin. Déjà, vous avez fait une élaboration très claire. Et moi, j'interviens. Pour moi, le trading, je vais commencer avec le trading. Le trading, c'est une activité qui demande, qui est focalisée principalement dans la spéculation des actifs financiers. D'accord? C'est beaucoup de spéculation. Effectivement, c'est des spéculations qui sont faites sur une base d'une analyse soit très profonde, d'accord, mais que cela ne tient, je pourrais rapprocher les deux, investissement comme trading. L'objectif, c'est d'avoir une rentabilité sur ce qu'on fait. Mais un trader, c'est celui qui est beaucoup plus actif. Et il spécule beaucoup sur les différents actifs financiers dans le marché, différents des différents actifs. Et de l'autre côté, l'investissement demande plus ou moins de non seulement de spéculer, mais de posséder certains actifs sur un long terme. Parce que bon, c'est vrai, avec le trading, on peut dire que c'est sur le court terme, mais le trading peut être sur le long terme aussi. Ça dépend dans quel cadre vous vous trouvez. Il y a, si vous travaillez pour un hedge fund, où vous vous trouvez sur ce qu'on appelle equity dex, où vous devez plus ou moins faire du trading avec des equity dex, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez spéculer sur une active sur 2, 3 mois, voire 4, voire même 6 mois. Bon, après, dans le trading, ça c'est sur le long terme. Mais après, si vous travaillez avec ce qu'on appelle un pension fund ou bien un autre fonds d'investissement, ils se focalisent uniquement sur l'investissement en fait. Ils achètent des actifs, ils les gardent pour au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Et non seulement sur des actifs, il faut aussi aller dans le secteur private equity. Il y a plein de choses quand on parle d'investissement. En fait, la seule différence, malgré le fait que les deux tendent vers
la rentabilité de l'activité. La seule différence, c'est qu'un investisseur regarde plus ou moins tend vers... un investisseur veut plus ou moins construire un patrimoine, c'est ce que je veux dire. Et puis un trader, lui, ce qu'il veut, c'est des gains sur le court terme. Donc, ça, c'est un peu la différence, parce qu'il y a des fois, il y a une confusion entre la richesse et le patrimoine. Alors, le plus souvent, c'est en termes de période, de longévité. Donc, pour moi, c'est ça la différence entre le trading et l'investissement. Ok, merci à tous les trois pour ces différentes contributions concernant cette deuxième préoccupation. Nous allons embrayer avec la préoccupation suivante. Dans un article daté du 7 juin 2021, Investir au Cameroun affirmait que fin mai, le président de la COSUMAF, en l'occurrence M. Nagoum Yamazoum, avait publié une note mettant en garde le public de la CEMAC, c'est-à-dire Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, contre la récurrence des activités de plusieurs acteurs qui proposent d'investir et de placer des fonds contre des promesses de rendement élevés, sans disposer des agréments nécessaires, ou proposent des trading d'options sans y être autorisés. Quel est votre point? En fait, on aimerait bien avoir votre point de vue au sujet de cette mise en garde qui est datée du 7 juin 2021 et qui avait été effectuée par le président de la COSUMAF. Si je peux prendre la parole. Bon, justement, mon point de vue est si simple, c'est que déjà c'est une bonne chose qu'ils ont plus averti le public sur ce genre d'activité. Mais ce n'est pas aussi clair, effectivement. Je vais commencer par le fait qu'il y a plein de gens là-dehors, il y a plein des organisations au Cameroun qui proposent les placements et qui n'ont pas des agréments qui leur permettent de faire ce genre de service au Cameroun, ça c'est vrai. Et du coup, il y a plein de gens qui investissent dans ce genre de propositions. Et ça fait, on connaît, tout le monde sait exactement ce qui se passe. Après, soit ils perdent tout leur investissement, soit certaines personnes profitent, ou bien après la société disparaît, ou bien il y a toujours un truc. Du coup, je pense que la COSUMAF doit aller au-delà de prévenir ou faire ce genre d'annonce et de créer, comment je vais dire, une espèce de police. Est-ce qu'il faudrait une police financière? Oui, il faudrait une police financière qui va effectivement superviser ce secteur. Bon, je pense que j'ai déjà eu à avoir ces conversations avec le président de la COSUMAF, c'était en novembre, au niveau de Crystal Palace, ils avaient organisé au niveau de Crystal Palace où j'ai eu ces conversations et j'ai posé certaines questions à ce regard et justement c'était toujours la même approche. On ne peut que avertir le public en large et rien, on ne peut pas faire plus que ça. Bon, j'étais tellement déçu et j'ai dit non parce que il y a certaines sociétés qui font ce qu'il faut faire, mais vu qu'il y a plein de gens qui ont été arnaqués, ça devient très difficile de convaincre les Camerounais comme d'autres citoyens dans la région CEMAC qu'effectivement, il y a une possibilité, d'accord, légale, de faire des placements ou bien de faire du trading sans être arnaqué. Vous comprenez? Bon, moi, je ne vais pas aller au niveau du placement parce que pour moi, pour faire des placements, il faudrait que l'organisation puisse avoir des agréments. Moi, je veux beaucoup parler du trading. Effectivement, il faut une police pour réglementer ce secteur au Cameroun. Moi, c'est ce que je peux dire. Ok. Merci, c'est noté. Franck ou Aubin, vous avez la parole. Hein. Aubin? Bon, si Franck, tu me donnes la parole, c'est ok, mais en principe, étant donné que tu es mon aîné,
Moi, je laisse toujours les élus parler d'abord. Donc, Non, ouais, c'est clair. l'histoire de l'aîné aujourd'hui, vas-y. Ok. Bon, en ce qui concerne l'article en question, lorsque j'ai essayé de. Moi, durant la période là, j'avais lu l'article, effectivement, donc je suis un peu reparti encore sur l'article. Et j'ai vu en fait ce que la police m'a fait. Comme ce que mon ami a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec lui sur le point où voilà, ce serait intéressant que la COJIMA creuse un peu plus loin et mette sur pied justement une police financière qui pourrait justement aller de temps à autre tacler ces différentes entreprises-là. Mais la grosse difficulté que moi je suis en train de voir aussi du côté, bon, j'essaie de me placer aussi un peu sur le prisme de la COJIMA pour observer ces choses. Je me rends compte que la population en elle-même, d'abord, n'est pas suffisamment éduquée, en fait, n'est pas suffisamment sensibilisée sur le domaine de l'investissement. Souvent, lors des conférences, je disais tantôt que habituellement, on était dans la précarité financière, mais que depuis un certain temps, l'argent commence quand même un peu à circuler en Afrique et la classe moyenne commence à correctement se révéler par rapport à avant. Et donc, les gens ont besoin justement de dépenser. Les gens ont besoin de dépenser, soit pour se faire plaisir, ou alors pour ceux qui sont, je vais dire, un peu objectifs par leurs dépenses, faire des investissements pour avoir des retours sur investissement. Sauf que le problème qui se pose ici maintenant, c'est que l'investissement n'est justement pas fait de manière régulière. Parce que nous sommes à l'ère du numérique, que les choses vont tellement. Et c'est facile pour quelqu'un de se lever, de venir te dire, ok, regarde, j'ai vu telle opportunité, telle, voici ça, voici ce que ça va donner, investir. Et vu que c'est le numérique, on est habitué à avoir les trucs aller assez rapidement. Donc, forcément, les gens vont entrer dans la hype que voilà, ça va vite. Donc, forcément, si je vais rester là-bas, je peux avoir ça. Et ça, c'est un problème d'abord à part l'éducation, la sensibilisation de la population. De l'autre côté, le problème qu'il y a aussi, c'est que la plupart des investissements que les gens vont venir proposer, ils vont utiliser la notoriété, je veux dire, ils vont utiliser le track record, si je peux dire ça comme ça, et l'investissement international. C'est que le Forex existe depuis longtemps. L'investissement sur les plateformes internationales existe. L'investissement international, autant pour moi, existe depuis longtemps. C'est-à-dire investir dans les entreprises, les obligations, tout ça. C'est juste la crypto-monnaie qui vient tout juste de naître, en fait. La crypto-monnaie qui vient de faire son apogée et tout sur le marché financier. Et c'est ce petit mystère qu'il y a derrière l'investissement sur les plateformes internationales. C'est ça qui fait en sorte que lorsqu'ils créent des entreprises ici, ils vont dire voilà, on va investir à l'international, donc forcément tu peux ne pas très bien comprendre ce qui se passe. Mais sache qu'on va investir ton argent à l'international et voilà comment ton argent va faire. Tu vas avoir un petit investissement de tel nombre de pourcentage. En fait. Et donc la COJIMA, de par son autorité, la COJIMA ne peut que réguler l'espace de la sous-région Afrique centrale. En fait. Toute personne qui investit, nous pouvons dire à la BVMA ou dans les entreprises de la CEMAC, ce sont des personnes qui peuvent être sujets à la réglementation de la COJIMA. Maintenant, si tu investis dans le Nasdaq ou bien si tu investis, je ne sais pas, à la bourse de Londres, de Euronext, c'est ça, je ne sais pas si la COJIMA, je ne sais pas, peut-être que mes grands pourront ici me corriger, mais je ne suis pas sûr que la COJIMA, justement, ait une réglementation aussi large. En fait. C'est pour ça que la COJIMA se réserve toujours de dire, écoutez, voici si vous voulez investir, voici venez chez nous, on va vous montrer ceux qui sont réglementés par nous, vous pourrez investir chez nous. Et si vous ne voulez pas venir de notre côté, sachez que les investissements que vous allez faire seront des investissements risqués. Il faut aussi dire quelque chose, c'est que la COJIMA ne peut pas non plus obliger les gens à ne pas investir. C'est leur argent, ils ont la souveraineté sur leur portefeuille. Donc, c'est comme si la COJIMA demain disait, ok, si quelqu'un veut investir dans l'immobilier, dans une entreprise qui propose des services, dans l'investissement, disons, immobilier, on va d'abord partir se référer au régulateur des investissements avant d'aller investir. Bon, c'est un peu, il y a ce petit combat en fait, qui se mène en fait. Donc, la COJIMA ne peut pas entièrement intervenir parce que voilà, les gens ont encore la sécurité de leur portefeuille. Et aussi le fait que les investissements, que les entreprises qui viennent s'installer proposent des investissements qui sont à l'international. Je n'ai pas encore vu une entreprise sur place. Parmi les entreprises que j'ai scrutées sur les noms que tu as donnés, les noms qui sont sur la liste, autant pour moi,
Je n'ai pas vu d'entreprise qui proposait d'investir dans la baby market et qui ont fait des arnaques. Je n'ai pas vu d'entreprise qui proposait d'investir peut-être dans Socapalm ou bien dans Marseille ou ainsi de suite et qui ont arnaqué en fait. Parce que s'ils décidaient de faire cela, ils devaient entièrement sur la régulation de la COSMAC, à part si, voilà. Je dis ça effectivement. Pour classifier, bien pour chuter, je vois ici là un problème de population qui n'est pas suffisamment sensibilisée sur le point de l'investissement et sur comment ça fonctionne. Je vois d'un côté la COSMAC qui peut-être a un problème au niveau de l'étendue de la régulation qu'il peut proposer parce que voilà, si une entreprise étrangère justement propose des investissements sur des plateformes, quand comme des boutiques s'installent, normalement les boutiques devraient normalement entre autres sur la COSMAC. Mais voilà, les boutiques, ils viennent des plateformes étrangères, ils investissent sur le marché international avec d'autres régulateurs, vous voyez un peu. Donc je vois aussi ce petit problème-là aussi du côté de la COSMAC aussi en fait. Ok. C'est très intéressant les échanges jusqu'ici. Parce que moi, ça m'amène justement à poser la question dans le sens inverse. En fait, ce que Aubin dit, c'est vrai, hein, je veux dire, à l'échelle de l'individu, c'est vrai qu'on va se poser la question de savoir, mais je dispose de mon argent. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la COSMAF qui va m'interdire d'investir mon argent où je veux investir? Ça, à la fin de la journée, ça reste. À la fin de la journée, la COSMAF ne m'a pas aidé à gagner cet argent. Ça reste mon argent, donc j'ai encore le droit de faire ce que je veux. Donc ça, à l'échelle individuelle, ça c'est vrai. Sauf que si on se met dans la perspective ou dans le pire des cas, parce qu'en fait, à partir du moment où on fait appel à l'argent public, quand on doit se mettre dans le pire des scénarios. Le pire des scénarios, c'est lequel? Le pire des scénarios, c'est celui-ci qui voudrait que, compte tenu des innovations technologiques, il y a aujourd'hui de nouveaux produits disponibles sur le marché, de la crypto, etc. Supposons qu'une société lambda collecte de l'argent public et fasse ses investissements sur ce type de produits. Et qu'à la fin de la journée, elle essuie les pertes. Comment sont protégés les citoyens qui ont investi dans ce type d'actifs? Comment ils sont protégés? Il n'y a pas de cadre. Et qui doit mettre le cadre? Ce n'est pas la société qui se charge des investissements. C'est une politique publique. Et la seule personne qui a la main sur la politique publique dans l'espace CEMAC, c'est la COSUMAF. Et donc, compte tenu du fait que la COSUMAF n'est pas encore prête, elle n'est pas prête pour protéger les épargnants, les investisseurs qui mettent de l'argent dans ce type de produit, sa stratégie de gestion de risque consiste à dire on va purement et simplement interdire ce type de pratique, puisqu'on n'est pas encore prêt. C'est la raison pour laquelle voilà, des sociétés comme l'IEB Limal, qui ont fait très mal, au serveur camerounais, n'ont jamais perduré. Pour moi, c'est normal qu'il y ait une politique publique de protection de l'épargne publique. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a 6% de chômage des jeunes, 65% de sous-emploi, donc c'est des emplois précaires. Et dans cet environnement-là, il faut le maximum possible éviter des crises sociales. Quand une banque fait faillite et que les gens perdent leur argent, on a vu la semaine dernière avec la Silicon Valley Bank, tout le monde avait peur que les épargnants ne pourraient plus rentrer en possession de leurs fonds. Et finalement, il y a eu une solution qui a été trouvée. Tout le monde est content aujourd'hui de pouvoir retrouver ses fonds parce que HSBC a racheté la banque. Le Premier ministre anglais a fait une belle annonce. Ils ont travaillé le week-end dernier, ils ont géré la crise. Et tout le monde est bien content de rentrer dans ses fonds. Mais imaginons le scénario contraire. Voilà. Qui devait assumer les conséquences? Donc moi, je pense que c'est vrai, quand on est un acteur, un trader sur ce type de matière, sur ce type d'actifs, on a envie de... Voilà, on est dynamique, on a des idées, on a envie de faire prospérer son activité. Mais il faut aussi sécuriser les épargnants, parce qu'à la fin de la journée, c'est de l'épargne publique. Donc de ce point de vue-là, moi je suis totalement d'accord avec la COSUMAF. Mais du coup, ça nous amène à dire, COSUMAF, arrimez-vous
arrimez-vous à la modernité dans une certaine mesure. Il faut qu'ils trouvent un mécanisme pour créer un cadre dans lequel ces activités pourront être réalisées. Ça veut dire donner un statut particulier à ce type d'entreprise, donc avec un agrément. Ça veut dire travailler peut-être à mettre en place un fonds de garantie qui va venir couvrir les pertes dans une certaine mesure. C'est une piste de réflexion. Mais il faut tout un cadre de gouvernance qui aujourd'hui n'existe pas sur ce type de monnaie d'actifs qui sont plutôt innovants. Maintenant, pour le reste, pour les actifs traditionnels, on a aujourd'hui dans la zone CEMAC les sociétés de bourse qui ont pour le coup un agrément attribué par la COSUMAF. Et ces sociétés de bourse-là, alors je reschématise pour que tout le monde comprenne. Il y a certaines sociétés au Cameroun, par exemple, au Gabon, au Congo, voilà, qui ont converti leur passif en actions. D'accord? Donc, il y a des actions qui sont disponibles sur la bourse. Donc, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC. Mais pour acheter ces actions, donc là, j'explique vraiment pour tout le monde, pas pour nos experts, hein, mais voilà, pour tout le monde. Pour acheter ces actions, moi, en tant que personne physique, je ne peux pas avoir accès à ces titres. Je suis obligé de passer par une société de bourse qui a un agrément de la COSUMAF pour lui passer des ordres et en lui disant, par exemple, j'aimerais acheter 5 actions de la Socapalm. L'action de la Socapalm coûte par exemple 10 000, donc ça fera 50 000 que je devrais débourser. Et sur un horizon peut-être d'1 an, 2 ans, je verrai une rentabilité, si les choses se sont bien passées, de 2, de 3, de 4%. Et je pourrais revendre ces actions et rentrer en possession de mes gains. Ça, c'est le schéma d'investissement historique, qui existe en Afrique centrale, mais qui n'est pas dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont en bourse, il y a des actions, mais vous pouvez vous connecter sur le site de la BVMAC. Vous verrez qu'il n'y a pas de flux. Les gens n'achètent pas, les gens ne vendent pas. C'est pas dynamique. Et ça rejoint ce que disait Aubin. C'est lié à l'éducation financière. Les gens ne sont pas informés. Le commun du Montel ne sait pas que ce type d'investissement existe. Tout le monde sait qu'il faut aller dans une cantine ou aller épargner de l'argent en banque et espérer avoir une rentabilité marginale. Mais il y a aussi l'investissement en bourse qui est possible via ces canaux-là et via des sociétés agréées. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec Aubin. Il faut, au-delà de ce que doit faire la COSUMAF pour s'arrimer à la modernité, il faut véritablement une éducation financière dans nos pays. Combien de fois on a vu sur des chaînes télé, ne serait-ce que la variation du cours de la bourse des sociétés cotées? Jamais. Ça n'existe sur aucune chaîne télé. Donc, comment est-ce qu'on veut acculturer les populations quand on ne communique pas, quand on ne relaie pas sur ce qui existe? Donc, moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, mais en nuançant les risques que courent quand même les populations qui investissent dans les monnaies innovantes, parce qu'il n'y a pas de garantie derrière. Ces sociétés n'ont aucune garantie derrière. Merci à tous les trois. Bon, pour enrichir un peu la réflexion sans toutefois prolonger la question, nous, avec l'équipe de la rédaction, on s'est par exemple posé la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas que des structures telles que l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, ou encore le GABAC, comment je vais appeler, c'est quoi la définition du GABAC là? Excusez-moi, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, que des structures comme celle-là viennent en appui de la COSUMAF? Ne serait-ce que... ils peuvent pas faire office de police financière pour le compte de la COSUMAF, étant donné que leur position... Ils ont plus vocation à lutter contre le blanchiment de capitaux et contre le terrorisme. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont quand même une force d'investigation. Et donc, on s'est posé la question de savoir, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de mettre cette force ou alors cette capacité d'investigation au service de la COSUMAF, ne serait-ce que pour, comment dire ça, pour établir la crédibilité des acteurs des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine du trading ou alors des crypto-monnaies.
Yvan, j'aimerais plus ou moins intervenir encore une fois de plus. Ouais. Oui, c'est une très belle proposition. Je reviens encore sur le cadre de la BVMAC avant de tendre vers là. Parce que, oui, c'est vrai ce qu'il a dit Aubin, et Franck aussi. C'est une très belle intervention. Mais sauf que, quelque part, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que le problème au niveau de la CEMAC, c'est un problème de négligence. Ce n'est pas un problème d'infrastructure ou bien un problème de capacité. C'est un problème de négligence du fait que, je vous dirai la vérité, hein, je peux prouver ça par A plus B, que le nombre des acteurs qui sont dans le milieu du trading et la crypto-monnaie, d'accord, le montant en général, en termes financiers, d'accord, de ce qu'ils dépensent dans toutes ces plateformes en ligne dépasse la capitalisation de la BBMAC. Je peux vous le garantir. Si déjà une personne est capable d'arnaquer une personne des milliards de francs CFA, imagine ce que font toutes ces plateformes. Aubin, je pense que là, vous pouvez être d'accord avec moi. Combien les brokers, ils gagnent chaque mois? Je travaille avec des brokers dans les salles de marché où, à la clôturation du marché un vendredi, on a plus de 5 millions de dollars de profit. D'accord? Je suis assis là, je suis un market maker. D'accord? Je vais encore dire le mot market maker. Ça veut dire que c'est moi qui fais le marché. D'accord? Et je décide qui gagne et qui perd. D'accord? Et je décide que, bon, voilà, ce vendredi, moi, je vais me faire assez de fric. Et maintenant, pour le faire, il faut que je regarde plus ou moins des juridictions où il n'y a pas, qui est non réglementé, pour effectivement faire ce que moi je veux, pour gagner de l'argent, parce que il n'y a aucune police. Et du coup, les gens qui sont en Afrique, certains pays en Afrique et en Asie, où il n'y a pas de régulateur, d'accord, je décide de manipuler le marché. Je pense que Aubin peut bien comprendre ce que je dis. Et après, je finis en vendredi avec 5 millions de dollars de profit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, oui. Pour moi, si des pays comme le Kenya, d'accord, a pu créer ce qu'on appelle des Kenyan Security Exchange pour réglementer ces secteurs, parce qu'ils ont une bourse, tout comme à la fait. BMA, Tout mais à ils fait. ont créé une organisation pour réglementer le secteur du trading. Un pays comme le Kenya, si l'Afrique du Sud l'a fait, si le Botswana, un petit pays comme le Botswana a pu faire, et si par exemple des pays en Afrique de l'Ouest, au Maroc, ainsi de suite, s'ils ont pu développer ce genre de trucs, créer ce genre de structures pour réglementer ces secteurs, c'est parce qu'ils ont compris que c'est un secteur qui est très important. En Afrique du Sud, aujourd'hui, vous n'avez pas pénétré l'Afrique du Sud sans être soit réglementé par la FSCA, d'accord, ou bien adhérer à certains agréments, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre la licence, mais vous devez adhérer. Il y a deux choses différentes. Il y a certains qui viennent et disent non, nous on veut prendre la licence parce que nous voulons que les Sud-Africains nous considèrent comme un broker sérieux. Il y a certains qui disent non, on va adhérer à certains agréments sans prendre la licence. Parce qu'on veut travailler dans le marché sud-africain. Vous comprenez? Je pense que la BVMAC n'a pas tendu la main au public pour voir qui sont ces acteurs qui ont la connaissance de les aider à développer ces secteurs et à créer cette organisation ou organigramme qui va réglementer ces secteurs. Moi, je passais la parole au président de la BVMAC. Je dis en novembre, je lui ai bien dit, écoutez, si vous cherchez une solution, nous sommes capables de vous montrer effectivement la voie et vous dire ce qu'il faut faire pour réglementer ces secteurs. Mais ils ont dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bon, voilà, on regarde la chose. Oui, bon, il vaut mieux garder le secret de votre conversation parce que bon, le but pour nous, c'est pas de de savoir ce que vous avez partagé. Je ne veux pas dévoiler tout ce qu'on a discuté, ouais. D'accord, parce que je suis vraiment invité pour une conférence à Cristapala, je fais comme ça. Effectivement, c'est pour dire que je pense qu'au niveau, je pense que ce n'est pas un problème de capacité ou bien ce n'est pas un manque de personnel, je pense que c'est un manque de volonté. Je pense qu'on n'est pas, il y a trop de laxisme, on ne veut pas protéger les acteurs dans ce secteur, dans la zone CEMA.
Et je pense qu'il est l'heure de le faire, hein, parce que si vous avez des contacts de ce côté et que vous pouvez effectivement appuyer pour qu'on puisse faire quelque chose, ça sera une bonne chose. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Bon, merci Ça, à il tous les fallait trois. sur la NIF et de la GABAC. Pardon? Il fallait parler aussi de la NIF et de la GABAC selon ce qu'il va poser. Ah oui, de la NIF et de la GABAC, effectivement. Ce sont des organisations qui peuvent appuyer la BBMAC et faire ce travail. Je sais que ça demande un peu d'un côté la technologie, d'un côté légal, il faut comprendre effectivement quelles sont les réglementations et après même demander des consultants externes, comme par exemple les régulateurs européens ou anglais, pour avoir un peu des connaissances, comment est-ce qu'ils peuvent peut-être même utiliser comment on appelle ça, utiliser le système anglais, d'accord, comme un modèle pour créer, comme le Kenya l'a fait. Le Kenya, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le modèle anglais pour créer un Kenya Security Exchange Commission. C'est exactement ce qu'ils ont fait. D'accord? La seule différence, c'est qu'ils ont modéré certaines choses selon leur marché, selon le marché kenyan ou bien le marché en Afrique de l'Est. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, la plupart des brokers qui viennent en Afrique de l'Est, ils partent au Kenya, ils prennent la réglementation kenyane pour mieux travailler en Afrique de l'Est. Vous voyez qu'en Afrique de l'Est, c'est toute une grande région. Ok. Merci, c'est noté. Merci à tous les trois pour vos éléments de réponse. Nous allons embrayer avec la quatrième préoccupation. Là, compte tenu des contraintes de temps qui nous sont imparties, vraiment, il va falloir qu'on soit assez succinct dans nos réponses. Parce que sinon, on va se retrouver en train de faire un entretien qui ne finit pas. Bon, des cas d'abus de confiance et d'escroquerie ont été relevés et dénoncés au cours des 5 dernières années de la part des particuliers, dont les fonds ont disparu jusqu'à ce jour, ce qui a généré au sein de l'opinion publique une crispation au sujet du trading. Quel est votre point de vue à ce sujet? Bon, en même temps, j'ai l'impression que vous avez commencé à donner des éléments de réponse, puisque vous avez clairement, tous les trois, vous nous avez clairement fait savoir qu'il est important que la COSUMAF ne se contente pas de faire des mises en garde et de donner des orientations, mais qu'elle devrait également se doter d'une force coercitive pour protéger, essentiellement ou alors prioritairement, dans le but de protéger les particuliers qui décident enfin, de faire je sais pas si on va parler de placement ou de faire du trading pour dégager des bénéfices, de manière à ce qu'ils ne soient pas floués, qu'ils ne soient pas victimes, comme on le dit dans cette préoccupation, de cas d'abus de confiance ou d'escroquerie. Est-ce que c'est bien ça? Il y a aussi une problématique aussi que beaucoup de particuliers n'arrivent pas à saisir. Ils se disent que le trading, c'est un métier ou bien un monde d'investissement qui se dissocie totalement de l'économie. Ça veut dire que le type de gain que l'on arrive à obtenir dans le trading et dans l'investissement, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Sauf que les gars n'arrivent pas à comprendre que c'est quelque chose qui est directement corrélé aux activités économiques. C'est investir dans le trading, bien investir, bien faire du trading, bien de l'investissement qu'il faut comporter un risque immense. Excusez-moi, Les activités économiques. patience s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre caméra? Pardon? Patient, il y a quelqu'un qui nous suit, mais il faudrait qu'il coupe sa caméra. Enfin, c'est pas vous les intervenants, hein, je dis c'est quelqu'un qui nous suit. Patient, vous devez couper votre caméra. Est-ce qu'il entend? Je sais pas si nous entend. Tu peux couper la caméra. Patient, voilà, c'est bon. Merci. Tu peux couper la caméra de tout le monde. C'est possible. Ok, comme j'étais en train de dire tantôt, il faudrait qu'on revienne un peu et qu'on pose la réalité même du monde d'investissement qui est le risque. Quand tu peux comprendre à quelqu'un que investir dans le trading, bien investir dans le produit des actifs financiers comporte un risque, la personne n'est carrément pas, je vais dire, à l'écoute de ce que risque. Qu'il y a cette appart et gain mirobolant qu'on propose. La plupart du temps, les plateformes, les entreprises, le fait qu'ils réussissent, le succès là vient du fait qu'il y
viens dire que quand tu investis, tu auras 100% de retour sur investissement, tu auras 200% de retour sur investissement, ou alors même, certains Euh, même vont aller jusqu'à dire que Aubin, sur un an, tu peux avoir 300% de retour sur investissement. ah voilà, je ne sais pas si tu as dû voir le message parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait du mal à t'entendre. Je parle toujours normalement, je n'ai pas changé. Je parle toujours normalement. En fait, il vient de faire le message. Moi, Hein. je t'entends très bien. Sauf que, patient, est-ce que tu peux arrêter ta caméra? Il faut arrêter ta caméra. Arrêter la caméra. Bon, comme je disais tantôt, ce côté risque, j'essaie toujours à chaque fois lorsque j'explique cela aux gens, de faire la corrélation avec l'activité. Non. Si tu ouvres ta boutique peut-être de prêt-à-porter ou je sais pas, n'importe quoi, et que je te mets avant, est-ce que chaque mois tu es garanti d'avoir 100%? Tu es garanti d'écouler tout ton stock chaque mois, chaque fois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es au top, tu pars, tu achètes, tu vends le tout, tu achètes, tu vends le tout, et tes retours sur investissement sont extraordinaires. Ça, c'est impossible. Après, si tu as un portefeuille magique dans ton compte, c'est impossible d'avoir un retour sur investissement à 100% chaque jour. C'est impossible tout simplement parce que tu ne contrôles pas les conditions de marché. Et sur cette base, sur cette simple logique, en fait, normalement, un investisseur ou bien un particulier devrait juste aller sur cette simple logique. Si, en ouvrant tout simplement mon entreprise de prêt-à-porter ou bien je sais pas, même de transfert de crédit tout simplement, c'est impossible pour moi d'avoir un maximum de clients chaque jour. Ça veut forcément dire que toute forme d'investissement qui existe n'est pas situation de l'économie bien, c'est impossible d'avoir un retour sur investissement de 100% chaque jour, ou bien chaque année ou chaque mois. Okay? C'est ce côté-là, c'est cette appât du gain en fait, qui fait en sorte que plusieurs gens viennent investir tout simplement parce qu'ils espèrent ou bien ils croient qu'ils auront 100% de retour sur leur investissement et qui va de manière, je ne sais pas, miraculeuse les faire sortir de la précarité financière. Or, il y a toujours cette part de risque qu'il faut toujours mettre en avant. Et quand tu vas investir, il y aura toujours une forme de... Tu pourras potentiellement perdre ton argent. Okay? Maintenant, le fait que les gens, justement, aient cette crispation du côté du trading, c'est tout simplement parce que d'abord, le trading est mystérieux. Ils ne comprennent pas d'abord l'activité du trading. Et ceux qui ont présenté l'activité de trading ont présenté l'activité de trading avec des gains chaotiques. Ce qui fait que tu viens maintenant et tu dis en fait, en réalité, le trading, c'est pas comme ça. Là, ça pose problème parce qu'ils ont côtoyé des gens qui ont vendu le trading sous une autre forme. Et là, quand tu viens donner maintenant le trading sur une autre forme, qui est la forme véritable, qui est directement corrélée à l'économie réelle, et ils ne conçoivent pas ça comme ça. Ils veulent rester toujours figés dans le prisme que je peux investir et je peux avoir 100%. Je peux investir et je peux avoir 50%. Et là, je vais être sincère avec toi. J'ai reçu aussi certaines personnes souvent qui m'écrivaient et qui pensaient que, voilà, étant donné que je suis trader, s'ils me donnent leur argent, je peux faire 100% sur le marché et leur rembourser 100% chaque mois. En fait. Ou je peux même faire 50%. La plupart du temps, les gens viennent avec des discours tels que, OK, comme tu fais le trading et tout, je vais te donner telle somme. Quand tu vas faire 100%, prends même tes 50, bien tes 40%, je te donne le reste. Et puis, je vais prendre. Sauf que c'est pas ça. Le marché, on ne le contrôle pas. Le cycle économique, on ne le contrôle pas. À l'heure actuelle, qui aurait pu prédire en 2022 que la Silicon Valley Bank allait faire faillite? Qui aurait pu prédire que le Crédit Suisse devait avoir des problèmes? Qui aurait pu prédire que la Fed devait se retrouver dans ce type de situation? Personne. Tout simplement parce qu'on ne contrôle pas, en fait. Et c'est ce côté risque-là que les gens n'arrivent pas à concevoir. Okay? Et justement, je reviens toujours sur ce que je disais tantôt, c'est qu'il faut une sensibilisation vraiment très forte et il faut déconstruire un certain nombre de choses concernant l'investissement de courant. Avant même de parler du trading, il faudrait déconstruire un certain nombre de choses concernant le mécanisme même de l'argent. Comment l'argent fonctionne sur le plan économique. Les gens ne connaissent pas un cycle économique simple. Beaucoup de personnes ne comprennent même pas d'abord comment l'argent fonctionne. Ils savent juste qu'ils vont faire ici, ils vont acheter ici, revendre là-bas. Ils auront un bénéfice, les bénéfices-là qu'ils vont utiliser pour s'occuper d'eux. En fait. Il faut vraiment faire une déconstruction d'abord et une reconstruction sur énormément de choses en fait, pour que justement ce côté d'investissement puisse prendre
vient plus fleurir correctement. Parce que, je vais prendre un exemple, je vais essayer de comparer avec l'Occident. Et de ce côté-là, mon grand frère Tapou va peut-être nous corriger sur un certain nombre de points. Mais je pense qu'en Occident, lorsque quelqu'un commence à gagner de l'argent et qu'il attache à vivre, à un certain moment donné, la banque va proposer potentiellement des placements à la personne. La banque va potentiellement aussi octroyer à la personne un gestionnaire de compte qui va gérer Oui, justement ou ces parfois même placements-là. un gestionnaire de patrimoine. Ne pourrait pas potentiellement... Pardon? Oui, tout à fait. Parfois même un gestionnaire de patrimoine. Ou, Voilà. pardon, un conseil en gestion de patrimoine. Voilà. Donc, il y a tout un accompagnement qui se fait pour que la personne puisse être éclairée au fur et à mesure que la personne avance. Or, ici, les gens, ils gagnent de l'argent, soit c'est à la tontine, comme M. Franck a dit tout à l'heure, soit c'est à la tontine, soit ils déposent à la banque. Il n'y a personne qui va venir dire, écoute, voici ce que tu peux faire avec ton argent. Si quelqu'un a trop fait, c'est il a acheté un terrain, il a tapé 2, 3 immeubles, et puis ça va, c'est bon. Maintenant, pour certains de nos patriarches, les milliardaires qui sont sortis du pays et qui sont baladés dans le monde, ils savent que la bourse existe, certains ont fait des placements à l'étranger, certains ont acheté des actions, certains ont fait ci. Mais pour ceux qui sont sur place, ils sont tous limités à ce qu'ils voient. Okay? On ne peut pas demander à quelqu'un qui grandit en voyant que voilà, le seul investissement qu'il peut faire, c'est acheter le terrain ou bien construire et devenir bailleur. Et tout. Ok, sache qu'il y a d'autres formes d'investissement qui sont comme l'achat des actions ou bien des obligations, et puis tu peux tenir un portefeuille qui va faire ça. Ce genre de choses, ils vont te demander qu'ils jouent à la fin. Moi, c'est ce que moi je reçois comme réponse à la fin. Lorsque je finis mon discours, c'est que ça va me rapporter combien? Est-ce que ça sera 100%? Est-ce que ça sera 50%? Tu dis qu'on peut aller sur 10% l'année, il va dire non, je ne suis pas là. Quelque part aussi, il y a ce côté-là en fait. Les particuliers, dans certaines situations, les particuliers qui se sont fait arnaquer, je vais le dire et puis on va tirer sur moi, mais certains particuliers se sont fait arnaquer, c'est parce qu'ils ont voulu en fait. Ils ont eu des yeux plus gros que moi, ils ont voulu avoir gros. Et voilà, ils se sont fait arnaquer tout simplement en fait. Ok. Merci, Oui. c'est noté. Je ne sais pas si Aubin et Franck ont des éléments à rajouter, en rappelant quand même qu'on est dans des contraintes de temps. Oui, je vais justement 2 minutes, justement pour ajouter ce qu'a dit Aubin. C'est aussi simple. Hein. Je le dis par rapport à mon expérience que j'ai eue au Cameroun pendant 8 mois. J'étais étourdi par le fait des questions qui me revenaient, en fait, même avec des banquiers. Hein, en fait, la personne qui m'a étudié, en fait, c'est un banquier qui est revenu vers moi. Il m'a dit il va faire un placement dans ma société et il cherchait plus ou moins des rendements entre 15 à 30% par mois. Et quand je fais le calcul, je lui dis ben, écoutez, vous voulez plus ou moins en 6 mois, combien encore là? J'ai oublié, au fait, c'était trop. Et puis je lui ai demandé, vous, en tant que banquier, si quelqu'un vient dans cette banque et vous dit, ouais, voilà, moi je vais placer 100 milliards et je veux 15% par mois, que allez-vous dire? Quelle est la réponse que vous avez? Il m'a dit non, c'est pas ça. Je lui ai dit, bah, écoutez. Bon. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il y a un problème d'éducation. D'accord? C'est très important. Et cette éducation, au fait, ce n'est pas seulement au niveau de ce que c'est le trading, c'est aussi au niveau de ce qui propose, des produits qui proposent les plateformes d'investissement. Parce que chaque fois qu'on parle d'éducation, les gens se disent que c'est formation, comprendre comment trader, comprendre comment investir, ou bien comprendre comment sélectionner plus ou moins les actifs. Mais moi, je dis non. Le trading, ça a une base. Et la base, déjà, c'est comprendre ce que c'est les différents produits de placement ou d'investissement. Et comment est-ce qu'on peut faire une différence entre une plateforme de placement ou investissement qui est légal et celui qui n'est pas légal, qui est dans la conformité ou celui qui n'est pas dans la conformité. D'accord? Comment est-ce qu'on peut savoir que telle proposition, c'est une arnaque ou pas? Et c'est des questions qu'on doit répondre et c'est là où la formation commence. Alors, il faudrait déjà qu'on essaye, à ce niveau, d'éduquer la population à large et puisse comprendre exactement ce que c'est le trading, qu'est-ce que le trading propose, d'accord? Je ne parle pas du trading sur les plateformes, je lui dis des produits au fait. Et à chaque fois que je fais mes conférences, je disais toujours à tout le monde, si quelqu'un vous revient, il vous dit ceci, vous tradez ou bien vous investissez dans ma stratégie,
et vous gagnez, soi-disant, 10% par mois, constamment, pendant un an, moi je vous dis c'est faux. Il ment, c'est un arnaqueur. D'accord? Ça n'existe pas. Le marché a une volatilité, et cette volatilité veut dire qu'il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui gagnent. Et si toi, tu gagnes à chaque fois, et que chaque mois, tu fais 10%, ça veut dire que tu es beaucoup plus fort que Warren Buffett, ou bien que George Soros, ou bien je ne sais pas qui dit. C'est un truc de fou. Donc, c'est ça. C'est tout ce que moi je peux dire. On a besoin d'éducation. Ok, c'est noté, merci. Franck, je sais pas si quelque chose, si Franck a quelque chose à rajouter. Allô? Ton Mon micro était fermé. Oui, non, je disais, non, on reboucle finalement sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une éducation financière dans la zone CEMAC. Bon, quand vous regardez le cursus académique, parce qu'en fait, si vous voulez, on a importé en Afrique un modèle qui a été développé ailleurs. Donc, c'est pas un modèle qui est connu en fait des Africains. Et puis, quand vous regardez le parcours académique, entre la maternelle et la terminale, à quel moment on a un chapitre qui traite, je ne sais pas moi, de la finance d'entreprise ou juste de la gestion de l'argent? À aucun moment. Donc, on a des citoyens qui, et moi compris, moi j'ai fait mes études au Cameroun jusqu'au bac. On a des citoyens, on est formés de façon théorique. On n'a aucune formation sur la gestion, ne serait-ce que de l'argent. Aucune connaissance, je dis bien aucune connaissance de ce que c'est même que l'argent. Même les notions fondamentales de l'économie, effectivement, on n'en a pas. Il faut être dans des filières spécifiques. Alors que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment revisiter le système académique, vraiment le revisiter parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Bon, on le dit tout le temps, mais rien ne se passe. Mais il faut le revoir de fond en comble pour arrimer le système éducatif à la réalité actuelle. Parce que les problématiques qu'on avait dans le passé n'ont plus rien à voir avec les problématiques que nous avons aujourd'hui. Donc ce dont on parle, c'est une problématique qui normalement devrait être inscrite dans le cursus académique. On a la BVMAC, mais on n'a aucun cours de mathématiques financières. Hein? Enfin, je veux dire, généralement on dit que c'est le système éducatif qui alimente le système productif. Mais là, on a des entreprises qui ne s'alimentent de rien. Enfin, voilà. Donc, il faut une vraie éducation financière. Sinon, les gens ne trouveront pas d'intérêt dans la matière. Et ce problème sera le même aussi longtemps que la situation se perdurera. Donc, moi, je pense que l'éducation et la sensibilisation sont fondamentales si on veut faire changer les choses. Et puis, c'est d'autant plus fondamental que la seule information que les gens ont, c'est quand ça se passe mal. C'est quand ça se passe mal. Donc, non seulement ils ne sont pas éduqués, mais en plus, la seule information qu'ils ont, c'est telle entreprise a arnaqué. Le seul mot technique qu'ils connaissent, c'est la chaîne de Ponzi. Voilà. Donc, il faut véritablement sensibiliser. Donc, qui doit le faire? Ça doit se faire à plusieurs niveaux. Ça doit se faire dans le système éducatif, d'abord. Ça doit se faire au niveau des médias, parce que ce sont les médias qui relaient l'information. Aujourd'hui, je veux dire, on a suffisamment de technologies pour relayer facilement des informations, pour sensibiliser, pour éduquer. Donc, les moyens sont là. C'est la volonté qui reste qui manque. Ok. Voilà. Merci à tous les trois. On retient donc sur cette quatrième préoccupation, qui est le plus important, c'est déjà de commencer par se former, c'est-à-dire il y a l'urgence de l'éducation financière est clairement identifiée. Apprendre les bases, savoir ce que c'est déjà que l'argent, apprendre à manipuler l'argent, et pour pouvoir mieux appréhender les opérations de trading et les opérations de trading et d'investissement.
nous allons embrayer avec la préoccupation suivante. Des sociétés qui promettent des montants faramineux en peu de temps utilisent en général le système de Ponzi que Franck vient d'évoquer d'ailleurs, ou pyramide de Ponzi, un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients précédents. Quel est votre point de vue à ce sujet? En fait, on aimerait savoir si, quand on parle de système de Ponzi ou pyramide de Ponzi, le dispositif fonctionne tel qu'il est décrit dans la préoccupation ou bien s'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Et ça, on a pensé à évoquer cette préoccupation pour pouvoir édifier les personnes qui nous suivent. Ok, moi je vais intervenir parce que je vais devoir vous laisser malheureusement. Donc effectivement, la chaîne de Ponzi, c'est à chaque fois la même chose. C'est la même approche. L'approche est simple. J'ai un business, j'ai un service, j'ai une proposition de valeur que j'apporte avec une promesse de rentabilité très alléchante. Donc les premiers clients qui adhèrent au service sont satisfaits. Parce qu'en réalité, la stratégie, c'est de créer des ambassadeurs. C'est pas moi qui vais aller chercher, en fait, la masse. C'est ceux qui sont déjà convertis en clients qui vont aller chercher mes futurs clients. Donc, les premiers clients doivent être totalement satisfaits. Totalement satisfaits. Donc, il y a un investissement de départ que je dois faire. Hein? Donc, je leur garantis leur fonds. Chaque semaine ou chaque mois, leur rentabilité sort. Et eux, ils vont jouer le rôle d'ambassadeurs. Donc, ils vont aller prêcher la bonne parole à leurs proches. Et c'est à partir de là que le vrai mécanisme de Ponzi commence à s'enclencher. Donc, on commence à ralentir le paiement des rentes, mais on continue d'amasser, on commence à amasser de la masse parce qu'il y a des gens qui arrivent. Et puis, du jour au lendemain, parce que ça finit toujours, mais toujours par éclater, il n'y a aucun schéma de Ponzi qui a perduré ad vitam aeternam. Aucun. Et puis un jour, voilà, on l'a vu. Un jour, ça éclate. C'est-à-dire que je n'ai plus la capacité de payer la promesse que j'avais faite. Et donc, je vais commencer à trouver des justifications, à faire venir des personnes témoins, des personnes qui ont une certaine autorité pour venir anesthésier les émotions et les réclamations de mes victimes. Mais c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. On l'a vu avec... avant Liebman, il y avait un autre là qui avait les conteneurs. Il y a quelques années, il y avait un autre. Bref, on l'a vu avec Liebman, on l'a vu avec les sociétés avant. Et on le verra encore. Hein, tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est que la population soit éveillée. À titre personnel, si vous me demandez si je suis favorable à l'économie de marché en Afrique, aujourd'hui, moi je dis non. Parce que je pense qu'on a une économie réelle à développer. Mais ça, c'est mon point de vue et c'est ma conviction. Je pense qu'on a une économie réelle à développer. On a des entreprises à aller soutenir. Hein? Moi, je vois par exemple Aubin nous créer un fonds d'investissement dans les PME locales. Là, les gens savent précisément où va l'argent. Ils voient où va l'argent. Il y a des commissaires aux comptes, on peut tracer, on peut auditer, il y a des rapports de transparence, etc. Mais le problème, c'est que l'environnement global, le climat global des affaires, il n'est pas transparent. C'est-à-dire que Aubin peut créer son fonds avec toute l'honnêteté et toute la motivation qu'il veut. Mais le problème, c'est pas lui, ce sont les sociétés dans lesquelles on va mettre de l'argent. Les gens vont vous mentir sur les déclarations, sur les revenus qu'ils font, et puis du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte que la trésorerie, dans le compte en banque, en fait, il n'y a rien. Donc on ne pourra même plus payer les investisseurs. Ce ne sera pas de la faute d'Aubin, ce sera la faute des entreprises dans lesquelles on a investi. Oui, mais oui. il y a quand même des exemples de réussite, c'est-à-dire d'entreprises qui existent depuis 20, 30, 40 ans et qui fonctionnent plutôt bien.
Lesquels? Donne-moi un exemple, je vais te donner, je vais te dire ce que je pense. je fais pas non plus la publicité des entreprises, hein, mais c'est... Prenons un exemple. Non, je dis, par Prenons un exemple, dans exemple. le domaine des assurances, il y a des structures qui existent depuis un certain nombre d'années. Alors, le taux de pénétration des assurances en Afrique centrale et de l'Ouest est 2%. Depuis que les assurances sont arrivées en Afrique francophone. Oui. Donc, si les entreprises d'assurance se font de la marge, c'est pas sur le grand public. Ils se font de la marge sur le corporate. Oui, essentiellement. Donc, oui. Donc, en réalité, voilà, c'est pas vraiment comparable. Bon, mais en dehors de ça, on a par exemple des industries qui existent depuis des années. Et puis, ces industries sont fortement subventionnées parfois par l'État. Non, en fait, je comprends parfaitement le point de vue, hein, et je trouve que, en fait, la contribution est très louable, puisque le thème de la rencontre, c'est l'éthique dans les affaires, comment faire du trading dans le respect de l'éthique. Donc, vraiment, je suis vraiment en phase avec le discours que tu tiens. C'est vraiment juste pour, comment dire ça, essayer de comprendre, parce que bon, le but de la manœuvre, c'est pas non plus de jeter, c'est pas de généraliser les cas de dysfonctionnement qui sont avérés dans le contexte actuel. Parce que, de toutes les façons, il vaut mieux pour des personnes de nos générations. Je pense qu'on doit être des trentenaires ou dans la quarantaine fraîche. Je pense que quand on est dans cette tranche d'âge-là, il vaut mieux être positif plutôt que d'être pessimiste ou fataliste. Ouais, tout à fait. En fait, c'est tout ce que j'essaye de faire comprendre, parce que si on n'arrive pas à nuancer, et en même temps, je rejoins le point de vue de Franck, parce que il y a quelques années, je crois il y a 4 ou 5 ans, j'ai fait partie du panel d'une rencontre organisée par un média local, le premier média local au Cameroun. Vous savez de qui je parle, on peut pas citer les noms. Et c'était sur une table ronde autour de l'investissement, autour du trading d'ailleurs. Et quand je dis que je rejoins quelque part ce que Franck dit, ils avaient déjà posé la question par rapport au crypto, par rapport au trading. Et moi, mon point de vue, c'était que c'était encore tellement pas bien compris, que c'était difficile de pousser les gens à se jeter dans une activité qui était encore mal appréhendée, qu'on ne maîtrisait pas encore véritablement. Donc pour dire, ça c'est pour surenchérir par rapport à, je pense que en fait il y a des choses qui ne sont pas encore adaptées. C'est pas qu'elles ne seront jamais adaptées, elles vont être adaptées, mais on a notre chemin. Comment dire, il faut qu'on accepte de faire notre chemin pour bien les intégrer, de manière à ce que pour les intégrer comme les autres économies ont pu les intégrer. Bon, maintenant, ce que je dis, c'est juste mon modeste point de vue, hein, ça n'engage que moi. Maintenant, ça n'a rien, voilà. Bah, je suis totalement d'accord. Parce que ce que disait, par exemple, Cafou tout à l'heure, c'est vrai. Il y a même les professionnels du secteur de la banque qui ne comprennent pas l'activité de trading. Donc, combien de fois le grand public? C'est très compliqué. On en est loin. Moi, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui et que moi-même j'applique, c'est si vous avez votre argent, investissez dans votre propre société, transformez de la matière locale. Voilà. Et quand vous aurez les reins suffisamment solides, allez voir au banc pour qu'ils placent votre argent quelque part de très rentable. Mais il faut créer vos sociétés. Et quand on dit société, c'est pas y aller en costume et en cravate. Et je pense qu'il faut qu'on sorte aussi ça de l'esprit de nos frères et de nos sœurs. Moi, j'ai vu un reportage la dernière fois sur une chaîne nationale camerounaise où on montrait des femmes qui ont embrassé le métier de la mécanique dans des garages. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai combat qu'on doit mener, c'est comment changer le schéma de pensée, comment orienter nos jeunes, parce que nous sommes jeunes. L'essentiel de la population, c'est la jeunesse. Comment les orienter vers le travail? Il n'est rien interdit aux femmes de faire le métier de taxi, dans la mesure où elles le feront en journée pour des raisons de sécurité. Rien n'interdit aux femmes de faire le métier de la mécanique, dans la mesure où elles seront... Aujourd'hui, on voit des hommes, des chefs de famille qui font des beignets.
Ce n'était pas le cas avant. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut investir dans l'économie réelle, dans nos sociétés, et y aller progressivement. Et structurer vos sociétés de façon à ce qu'elles soient des sociétés légales. Ainsi, vous pourrez avoir des crédits bancaires pour faire développer votre société. Soyez transparent dans ce que vous faites. Faites-le proprement, progressivement. Mais, quel que soit ce que vous faites, essayez de répondre à un problème local. Moi, c'est ce que je peux dire aujourd'hui pour sortir de l'échange. Ok. Je sais pas, Aubin. Je vous remercie, je suis vraiment navré. Je saute sur un autre, sur un autre appel. Je suis vraiment navré. Ok. Merci. En tout cas, merci encore, Franck, et on espère se retrouver, nous, qu'on va se retrouver sur un autre panel autour d'une autre thématique. Très bien. Très Merci. bien. Bonne suite et bonne fin de journée. Merci. Merci Franck. Merci. C'était ça, vraiment un plaisir. Merci. On reste en contact. Merci Franck. Un plaisir. Merci. On reste en contact. Ok. Je sais pas, on poursuit donc avec Kafou et Aubin. Je sais pas si vous avez des éléments à rajouter. Non, mais j'ai encore un peu de temps là. Mais justement, je voulais juste ajouter sur ce que Franck disait tout à l'heure. Ce qu'il a pu, ce qu'il a dit, c'est vraiment pertinent dans la façon qu'on doit, au fait, s'attendre le mindset. Déjà 8 mois au Cameroun, quand je suis arrivé avec tout ce que je devais faire, j'ai découvert que mon plus grand challenge c'était le mindset. Étant donné que ce que pensaient les gens concernant le trading, concernant la crypto, concernant l'investissement, c'est un grand problème. Et ce mindset étant dans toute la société, hein, c'est pas seulement au niveau des jeunes, même certaines personnes qui travaillent dans les banques, des gestionnaires de comptes, des gestionnaires des portefeuilles. Du coup, ça m'a beaucoup surpris la façon qu'ils ont abordé le sujet. Je passe même par là pour mentionner que je ne sais pas si c'est un problème de manque de... Je sais pas, je vais appeler ça. On fait une transaction dans 6 mois, je dois faire des calculs, hein, je suis des strikes et la différence de taux d'échange pour bloquer un prix sur 6 mois. Et si ces gens qui sont là, qui travaillent à la trésorerie dans les banques, ne connaissent pas ce que c'est ce genre d'activité, ça veut dire qu'effectivement, ils ne connaissent pas ce que c'est le trading. Tout à fait. Et alors, voilà. Et c'est grave, c'est très grave. Alors, je pense que on a vraiment du boulot à faire. Hein. Donc, c'est pas facile, ben, on a du boulot à faire. L'éducation, Ok. pour moi, c'est la première chose. Hein. D'accord, c'est noté. Merci, Kafou. Aubin. Tout a été dit, sincèrement, disons, tout a été dit, c'est vraiment l'éducation la plus grosse barrière. Et tout à l'heure, avant de partir, Franck a dit aussi quelque chose de très important, c'est au niveau de la coopération et la transparence dans les activités, ce qui pourrait potentiellement nous aider à être, je vais dire quoi, à rendre le trading introverti, c'est-à-dire à rendre les investissements axés uniquement national et uniquement les entreprises qui sont disons, naissantes. En fait. On appelle ça du capital risk investing. Donc, mais pour pouvoir faire justement ce type d'investissement ou bien ce type de trading à court, à moyen ou à long terme, il faudrait justement qu'il y ait une transparence au niveau des différents acteurs des entreprises en elles-mêmes. Mais on va remarquer que la plupart des entreprises ici au Cameroun, côté transparence, c'est pas vrai. C'est pas trop le truc. Hein. C'est pas trop le truc. Quelqu'un va préférer mettre sa boutique. Il va mettre peut-être sa petite boutique. Même s'il génère le milliard de fait que ce soit sa petite boutique. Et quand tu viens le voir, il a des dit qu'il génère peut-être 300, 400 000 le mois. Même s'il est dans le milliard, il peut-être que l'on voit uniquement sa boutique. Il ne peut pas aller au-delà de ça. En fait. Oui, mais en fait, il a peur parce qu'il se dit, vu le système d'imposition qui est là pour plus étouffer les opérateurs, il préfère vous dire, voilà, moi je gagne 400 000 plutôt que de dire, moi je suis à 1 milliard. Mais Yvan, il y a un problème qui se pose. Pas Yvan. Mais Yvan, il y a un problème qui se pose. Hein. Et c'est que la plupart des PME, je vais vous donner un exemple, parce que dans ce secteur encore, je me suis retrouvé face à cette situation. Il y a un effet d'écho, je ne sais pas d'où il vient.
c'est Aubin. Voilà. Maintenant, imaginez qu'un PME vient vers vous, hein, un directeur, je ne sais pas, celui qui gère le PME, il vient vers vous, il dit, écoutez, nous, on a besoin de lever les fonds, on a besoin d'une liquidité pour investir, soit c'est la capital investment ou c'est operational capital, d'accord, le capital pour l'opération, pour faire une opération, ou bien pour augmenter les machines pour la production. Et on lui demande de présenter son cahier financier, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire un audit, et puis voir si effectivement on peut lui mettre à sa disposition ces fonds. Mais attendez, si il pratique ce que vient de dire Aubin, comment est-ce que vous pensez que ces gens puissent avoir accès à ce genre de liquidité si eux-mêmes, déjà, dans le côté, ils font ce qu'ils font là? C'est impossible. Et quand moi je regarde plus ou moins le cahier financier du PME, et que je remets ce cahier à un cabinet d'audit qui puisse faire l'audit, on me dit toujours que non, il y a quelque chose qui manque quelque part. Et je demande, mais qu'est-ce qui manque? On me dit non, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'au Cameroun, toutes les entreprises ont 3 différents cahiers. Il y a eu un cahier qui est fait pour les autorités fiscaux, il y a un qui est fait pour le propriétaire, il y a l'autre qui est fait pour les banques. Alors, s'il y a 3 différents cahiers, comment est-ce qu'on puisse avancer? C'est difficile. Ok, en tout cas, merci encore à vous pour ces éléments de réponse. Nous allons vraiment mener les 3 dernières questions, ou les 4 dernières questions au pas de course, vraiment, s'il vous plaît, parce que là, on commence à tirer un peu trop sur la rencontre. Et nous-mêmes, je pense commence à être un peu fatigués. Ouais. La COSUMAF a rappelé dans l'article suscité, c'est-à-dire l'article de 2021 qu'on a évoqué tout à l'heure, la COSUMAF a rappelé les règles de vigilance à observer avant tout investissement, c'est-à-dire s'assurer que la société qui propose le produit est habilitée à le faire et dispose d'un agrément ou d'un visa émis par l'autorité du marché financier. Obtenir un maximum d'informations par ses propres soins sur la dite société. Aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Partagez-vous ce point de vue, c'est-à-dire notamment le point de vue selon lequel aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Et moi, je partage ce point de vue. C'est ça la base de l'investissement. Aussi grand que le retour, c'est aussi comme ça que le risque, non? C'est impossible d'avoir un ratio si on ne parle d'un ratio de 1 sur 2, ça c'est possible. Mais du moment où on parle d'un ratio de 1 sur 10 à montant, ça devient problématique. Donc, je pense que là-dessus, la COSUMAF a entièrement raison. Quand je parle de ratio, je vais juste disséminer. Le ratio, ça veut dire le ratio de risque retour. D'accord? Ça veut dire que si on considère 1 comme le risque et le retour, c'est 2. Alors, si quelqu'un vous dit que non, il peut risquer 1 pour effectivement avoir un retour de 10, ce n'est pas proportionnel. En fait, ça tend déjà vers l'arnaque. En fait. C'est possible qu'il puisse le faire. Hein? C'est possible. Mais, de quelle façon? Il faut se poser des questions. Dans quel milieu, de quelle façon? Il y a des gens qui font même 1 sur 20, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'ils le font tout le temps? Comment est-ce qu'ils arrivent là? Voilà. D'accord, merci, c'est noté Kafou. Aubin? D'accord, merci, c'est noté Kafou. Aubin? Je suis très d'accord avec ce que on a dit. C'est possible de faire de 1 sur 20, c'est possible de faire du 1 sur 30. Okay. Mais ce n'est pas possible de le faire tout le temps. Ce n'est pas du tout possible. Dans le trading, ce n'est pas possible de le faire tout le temps. Tout simplement parce que les conditions du marché changent. La volatilité sur le marché change. La volatilité n'est pas pareille chaque jour. Ce n'est pas pareil chaque mois. Ce n'est pas pareil chaque semaine. Donc, tu ne peux pas proposer un investissement à quelqu'un et tu dis investir dans le marché forex et tu dis à la fin de ton investissement, je te garantis peut-être 50% chaque mois. Je te garantis même 20% chaque mois. Non, c'est pas réalisable en fait.
c'est comme si tu pilotais le marché, hein, sauf que c'est pas possible de le faire. À moins que tu ne prennes des risques exagérés. Et si tu prends des risques exagérés, il y aura toujours des pertes. Il y aura toujours des pertes qui sont associées à ces risques-là. Donc, plus tu prends du risque, que ce soit dans le trading ou dans n'importe quelle forme d'investissement, plus le risque est élevé, c'est pas forcément parce que le risque est élevé que le gain sera élevé. Mais plus le risque est élevé, plus le risque de perdre ton argent forcément sera élevé en fait. C'est pas que tu augmentes le risque pour forcément gagner au gros, mais sache que si tu augmentes le risque, tu vas perdre gros. En fait, c'est ça que j'essaie de comprendre. Donc, dans le domaine du trading, dire que 100% ou bien 200 ou bien 20 ou bien 50% garanti chaque mois, c'est possible. Ça, il faut d'abord retirer ça. Et maintenant, il faut, même tout à l'heure, il faut mettre le bon disque dur. Donc, il faut formater ce qui est là, il faut mettre le bon disque dur en donnant les informations correctes comme il se doit. Et là, il ne faudrait pas non plus qu'on crée aussi une forme de métier en faisant comprendre que voilà, c'est qu'il y aura des risques qu'on va prendre, on peut ne pas gagner ici et ça. C'est un métier noble, c'est un métier louable, c'est un métier que l'on peut faire sur le long terme, très long terme. On peut même vivre de ce métier. Mais sauf qu'il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place justement pour très bien gérer son argent sur le marché. Au-delà de la stratégie d'investissement que l'on met en place, il y a aussi un mécanisme de gestion d'argent. Donc, c'est bien d'avoir une stratégie qui nous permet de gagner de l'argent, mais il faut aussi avoir une stratégie qui nous permet de gérer l'argent que l'on gagne. Pour être capable, justement, lors de ces périodes de basse volatilité, être capable de quand même traverser ces périodes-là avec un en fait. Okay. Donc, c'est ce type d'information-là qu'il faut partager avec le grand public pour qu'ils sortent du prisme du fait que quand tu entres dans le trading, ou bien quand on parle de Allô? Allô? trading, est-ce que tu vois ça? Oui, oui. Non, non, c'est parce que c'était en train de se couper. Non, non, c'est parce que c'était en train de se couper. Il y a une part de risque qu'il faut accepter. Et c'est un métier, c'est au-delà du fait que ce soit de l'investissement, c'est aussi un métier en fait. Donc, je peux rechuter là. Ok, merci à tous les deux Merci à tous les pour deux. vos éléments de réponse. Nous en poursuivons avec la question suivante. Dans la liste des outils à utiliser pour se prémunir des cas d'abus de confiance et d'escroquerie, certains experts préconisent l'éducation financière. Qu'en pensez-vous? Mais en même temps, je pense que vous avez déjà largement donné les éléments de réponse parce que, sauf erreur de ma part, on se retrouve encore à devoir parler de l'éducation financière qu'on ne cesse d'évoquer depuis le départ, depuis le début de cet échange aujourd'hui. Sans éducation financière, forcément, sans éducation financière, forcément, on diminue ses chances de pouvoir réaliser des opérations sans se faire flouer et on augmente plutôt ses chances de pouvoir être victime d'abus de confiance ou d'escroquerie. Donc, avec votre permission, hein, s'il vous plaît, sur cette septième question, ce qu'on retient, c'est que l'éducation financière est incontournable, qu'elle est nécessaire. Est-ce que ça vous convient, s'il vous plaît? Oui, oui. Kafou? Ça me convient largement. Je sais pas s'il nous entend. Kafou, on n'a pas ta réponse. Oui, moi ça me convient. Ok, Mon merci. micro est fermé. Bon, ça c'était pour les éléments de réponse à la septième préoccupation. Maintenant, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se lancer dans le trading? Bon, on met déjà en premier conseil l'éducation financière, ça on a bien compris. Mais s'il fallait compléter la liste avec deux ou trois autres conseils, vraiment brièvement, hein, s'il vous plaît. Bon, moi je dirais ceci. Première chose, il faut qu'on puisse
je sais pas comment je dis ça en français, il faut qu'on se pose déjà des questions à nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on veut se lancer dans le trading? C'est à quel but? Ici, essayer de comprendre sa situation financière, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on peut risquer, est-ce qu'on est capable de prendre ce genre de risque, est-ce qu'on a la capacité de le faire, aussi de mener des recherches auprès des organisations dans lesquelles nous voulons faire nos placements. D'accord? Des recherches comme telles, est-ce qu'ils travaillent ils sont réglementés par, c'est pas un régulateur dans la CEMAC ou bien hors de la CEMAC. Quels sont ces régulateurs? Est-ce qu'ils sont fiables? Ainsi de suite. Après, par là, du moment où on a répondu à toutes ces questions, qui est d'abord personnel, parce que moi je dis c'est d'abord personnel. La plupart des gens se disent que non, il faut que j'apprenne comment trader, et du coup je peux me lancer dans le trading. Non. Pourquoi est-ce que moi je veux le faire? Ma situation financière, est-ce que ça me permet de me lancer dans le trading? Si oui, qu'est-ce que je peux mettre à côté pour me lancer dans le trading en termes d'argent? Est-ce que j'accepte perdre cet argent? Parce que c'est important. Si je dis, je veux me lancer avec $1000, est-ce que ce $1000, en fait, c'est un montant que si moi je le perds, ça ne va pas déstabiliser toute ma situation financière, ça ne va pas déstabiliser ma vie, d'accord? C'est important. Parce que certaines personnes qui viennent et puis se disent, non, je vais commencer avec $1000, je me fais des retours sur investissement. C'est parce que si vous avez $1000, c'est parce que vous avez $10,000 derrière. D'accord? C'est comme ça. C'est parce que vous savez tout de même que si vous perdez ces $1000, vous avez toujours la possibilité de continuer le quotidien comme si rien n'était. Bon, c'est tout ce que moi je peux dire. D'accord, c'est noté. Merci, Kafou. Aubin. Le micro. Ajouter à ce que M. Kafou a dit, au-delà du pourquoi est-ce que effectivement je me lance dans l'activité du trading, est-ce que justement l'objectif c'est tout juste de rentabiliser l'argent que j'ai, ou alors je me lance parce que je veux faire du trading un métier, ou je me lance tout simplement parce que j'espère avoir le trading comme étant une source de revenus supplémentaire en fait. Lorsqu'on a déjà situé cela, il faut justement aller de l'avant et situer est-ce que je suis prêt à perdre de l'argent dans le trading, effectivement, toutefois sans que mon quotidien ne soit altéré. Et une fois que c'est fait, on va de l'avant et on se forme en trading. Et le trading, c'est une compétence. Il faut avoir la compétence du trader. On n'entre pas dans le trading, on investit comme si c'était des tomates ou bien c'était le marché je sais pas, comme si on était au marché central, je sais pas, marché et tout. Non, le trading, c'est une compétence. Il faut avoir la compétence de trader. Il faut avoir la compétence de pouvoir investir. Si on décide d'investir soi-même, il faut avoir la compétence justement d'investir cet argent soi-même. Comme je dis, le métier de trader, c'est de pouvoir capter les fluctuations de prix, dégager des marges des fluctuations de prix. Et justement, pour pouvoir dégager des marges sur ces fluctuations de prix, on va élaborer ce qu'on appelle une stratégie de trading qui souvent repose sur du fondamental ou purement sur du technique ou sur les deux. Okay? Et ce processus, justement, c'est une compétence que l'on acquiert. Et si on décide de le faire, on peut choisir deux prismes. Soit on le fait de manière autodidacte, ça veut dire en allant sur des plateformes en ligne, rechercher l'information soi-même, écouter des vidéos, écouter des experts, prendre des notes, faire des erreurs et accepter ces erreurs et progresser avec ces erreurs. Ou alors on décide de passer par mentorship en fait. C'est-à-dire on voit quelqu'un qui sait déjà trader et on demande à la personne qui sait déjà trader ou bien à l'entreprise qui exerce déjà dans le trading de nous donner justement la compétence nécessaire pour pouvoir se lancer nous-mêmes. Okay? Donc, on a ces deux prismes-là, soit on le fait de manière autodidacte, soit on le fait à travers justement un mentorship en fait. Ok. Une fois que c'est fait, une fois qu'on acquiert justement cette compétence, c'est pas garanti non plus que lorsqu'on a la compétence du trader, qu'on va automatiquement devenir riche, automatiquement gagner de l'argent. C'est pas garanti.
lorsqu'on a la compétence du trader maintenant, il faut construire son expérience sur le marché. La construction de l'expérience sur le marché maintenant vient des erreurs que l'on commet et vient des informations que l'on requiert au fur et à mesure que l'on avance. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore, que l'on devient un peu plus compétent sur le marché et qu'on est maintenant capable de gagner effectivement de l'argent à long terme dans le domaine. Donc si quelqu'un aujourd'hui décide de se lancer dans le trading et il décide de faire du trading quelque chose de revenu ou bien une compétence qu'il va acquérir, moi je vous donne déjà un horizon de minimum 3 ans. Ok, 2-3 ans, déjà je vous donne un horizon de 2-3 ans pour commencer à aspirer à vraiment gagner des montants assez bien en fait pour pouvoir justement prendre soin de soi-même sur le long terme en fait. C'est comme, je vais essayer de faire, permets-moi peut-être de faire justement cette corrélation avant de chuter. C'est quand on parle de trading, souvent les gens se disent que vu que là, c'est très accessible sur le petit, on télécharge juste l'application, bien on s'inscrit sur les plateformes et puis on a l'opportunité d'avoir accès à ces instruments financiers, on peut appliquer pareil, appliquer celle. Et on se dit que c'est très facile en fait. Et lorsqu'on a déjà accès à ça, il n'y a plus rien qui est comme une barrière, en fait, on peut déjà exercer le métier tranquillement. Donc l'aspect compétence là, je vais essayer de prendre une analogie. Si un médecin, quelqu'un qui s'appelle médecin, qui se dit médecin, donne une formation en ligne, il dit cette formation aura pour objectif de vous rendre expert en neurochirurgie, précisément le lobe frontal gauche, disons ça comme ça. Et cette formation durera un mois intensif. À la fin de la formation de 1 mois, vous serez un expert en chirurgie, en neurochirurgie. Combien de personnes ici croiront à ces médecins-là? Combien de personnes vont souscrire à ce type de formation? Très peu de personnes. Très peu de personnes vont accepter que c'est possible justement d'être un neurochirurgien à l'espace d'1 mois. Et c'est évident, c'est vrai, on ne peut pas être un neurochirurgien à l'espace d'1 mois. De par la masse de travail et de par l'expérience qu'il faut gagner sur le terrain, en opérant ou bien en assistant des gens qui opèrent. Okay? C'est la même chose avec le trading. Ce n'est pas possible d'avoir la compétence entière des traders en 1 mois, ni en 2 mois. C'est quelque chose qui s'acquiert avec du temps. Et si on va à l'école, on s'inscrit à l'université, on décide de faire comptabilité. Lorsqu'on va entrer en première année de comptabilité, on saura que le parcours, c'est un parcours de licence. J'ai 3 ans devant moi pour avoir ma licence en comptabilité. Donc, ce qui fait que de partout, en première année, on ne va pas se lever et commencer à dire que voilà, à prétendre qu'on peut déjà faire les bilans des multinationales, ou bien faire le cash pour les multinationales, ou bien intervenir carrément dans les fusions des multinationales. Non, c'est absurde. Okay. On va se donner cet espace de temps de 3 ans. Et après ces 3 ans, après avoir patienté durant ces 3 ans, à la fin de ces 3 ans, on aura justement cette licence de comptable. En fait. Okay. Donc, c'est la même chose avec le trading. Lorsqu'on se lance dans le trading, il ne faut pas se donner un horizon du temps de 1 mois, ou de 2 mois, ou de 3 mois. C'est trop surréaliste. Il faut se donner un horizon de temps d'au moins 1 ou 2 ou 3 ans même. Et se dire que je bloque ces 3 années pour acquérir cette compétence entièrement et pour être capable d'être efficace sur le marché. Et comment s'acquiert donc cette compétence en autodidacte ou alors par mentorship comme tu étais en train d'expliquer tout à l'heure? Tout va dépendre de l'apprenant. L'apprenant peut décider de le faire en autodidacte, c'est-à-dire prendre le temps d'aller vraiment pour être autodidacte, il faut avoir d'abord des compétences intrinsèques, être capable de saisir les informations soi-même, être capable de rechercher, être capable de structurer, être capable de comprendre, de pratiquer, être patient aussi lorsqu'on fait des erreurs, se comprendre soi-même en fait. Ou alors, si la personne justement estime ne pas avoir cette compétence autodidacte, la personne peut se rapprocher sous forme de mentorship. Nous formons, je forme en trading, j'accompagne les gens en trading. La personne peut se rapprocher de moi ou se rapprocher de mon grand Kafou pour... Bon, est-ce qu'on peut avoir une idée des coûts de formation, par exemple? Je veux dire, est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est hebdomadaire? Voilà. Parce que bon, d'autant plus que c'est censé prendre du temps, c'est-à-dire être échelonné sur 1, 2 ou 3 ans. Déjà, si c'est possible de pouvoir budgétiser, en fait. Je n'étais pas très bien suivi, non. J'ai pas bien suivi, moi. J'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est possible d'avoir une idée à combien pourraient s'élever ces formations-là dans le domaine du trading?
Étant donné que on n'est Est-ce que pas... c'est possible? Étant donné qu'on Je n'est ne pas... suis pas très bien. Est-ce que c'est Non, il faut possible? couper le micro, sinon on Tu peux s'entend mettre ton pas. micro sous silence. Tu peux mettre ton micro sous silence. Voilà. Donc, j'étais en Voilà. train de dire, quel est le coût pour ces formations dans le domaine du trading? Ah, d'accord. Parce que, étant donné que c'est des formations qui doivent s'écouler sur le temps, qui doivent s'étaler sur la durée, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 ans, si quelqu'un vous souhaite budgétiser pour savoir ma formation dans le domaine du trading, mon éducation financière et avec un focus sur le trading, ça peut me coûter combien? Ça va me prendre combien de temps? Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est hebdomadaire? Et si c'est mensuel, ça coûte combien? Si c'est hebdomadaire, ça coûte combien? Parce que ce sont ces ratios qui permettent de faire des projections sur 1, 2 ou 3 ans. Oui, oui, Yvan, vous avez entièrement raison. Sauf que au Cameroun, comme dans d'autres pays, il n'y a pas un cours fixe pour une formation dans le trading et l'éducation financière. Chaque académie a leur propre coût. D'accord? Il y a certains qui demandent 150 000, certains 350 000, certains voire 1 million. D'accord? Alors, du coup, si vous décidez de vous former auprès de Aubin sur l'académie, et lui, par exemple, il décide de fixer le coût à 500 000, il va vous dire, ben, écoutez, vous allez payer en tranche de, c'est pas, de 200 000. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc, chacun a sa méthode, chacun a son processus. Je connais des centres de formation ou des personnes qui disposent des coûts à 1 million au Cameroun. Ouais, et D'accord? quoi, Et 1 million, après, c'est payé mensuellement ou bien c'est payé comment? C'est pour non, l'année ou bien? non les 1 million sont payés, disons, au courant du. Si par exemple sa formation, ça dure pendant 6 mois, ça veut dire qu'effectivement vous pourrez payer de façon hebdomadaire ou non mensuelle, je dis, de façon mensuelle. Donc, disons, ça peut revenir à 200 000 par mois ou 300 000 par mois, je ne sais pas, ça dépend. D'accord. Ah, c'est Voilà. beaucoup plus pour ceux qui nous suivent, hein, parce que, étant donné que la question de la formation revient, forcément, s'il faut se former, il faut savoir combien ça coûte de se former, en fait. Et à l'heure actuelle, on a encore restructuré la formation. En fait, la formation maintenant s'est divisée en 2 parties. Il y a aussi, on essaie maintenant de faire des formations pour les gens qui veulent prendre, par exemple, qui veulent passer les tests dans les plateformes PropFund qui offrent, qui met en gage les capitaux pour que les gens puissent trader. Et il y a certaines personnes qui reviennent vers nous parce qu'ils veulent passer ce test-là et alors ils ont besoin de suivre une formation. Là, on demande beaucoup plus d'argent parce qu'on sait ce qui est la valeur de ce qui fait des recherches. Donc, du coup, la formation est complètement différente de celui qui vient pour la première fois qui veut faire une petite formation et il veut commencer avec son propre fonds, avec ses propres fonds pour trader dans une plateforme. C'est deux choses différentes. C'est vraiment différent en fait. Ok. Donc, c'est ça. Ouais. D'accord, c'est noté. Je pense qu'avec cette dernière préoccupation, nous sommes arrivés au terme de notre échange de ce jour. Il s'agissait d'un café juridique sur le thème comment faire du trading dans le respect de l'éthique. Merci à chacun des intervenants d'avoir bien voulu nous édifier autour des différentes préoccupations qui ont été évoquées. Je pense qu'en termes de record, vous vous inscrivez dans un record. Peut-être c'est une particularité des traders. Parce qu'aujourd'hui, je le dis en toute honnêteté, on a commencé à 15 heures, à ma montre il est 17 heures. C'est la première fois qu'on a une Ah rencontre oui. qui met 2 heures de temps. Ah Donc, oui. Ah oui. Bon, merci déjà, Yvan. C'est vraiment un sujet sensible. J'imagine que c'est pour cela on a plein de choses à dire et puis on n'a même pas touché tout le cadre du sujet. J'aimerais plus ou moins ajouter que si on pouvait faire ça comme épisode, de façon comme un épisode, donc on trouve des sujets spécifiques dans le tribune et on en discute par épisode, ça va être bien. Bon, après, tout dépend de vous. D'accord? Moi, c'est nous, juste nous une sommes suggestion. disposés à le faire parce que, bon, les cafés juridiques, ce sont des rencontres thématiques. Il y a des thèmes liés à l'actualité Ouais. socio-économique. Maintenant, Ouais. étant donné que nous sommes en relation avec vous,
nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Alors, si éventuellement vous avez des thèmes, des thématiques à nous proposer, n'hésitez pas à le faire. Personnellement, nous ne sommes pas spécialistes du trading, mais nous sommes à l'écoute. Et les cafés juridiques sont organisés de manière assez régulière et sur des thématiques assez diverses, hein. Donc, voilà. Voilà. Merci. Euh, donc, merci à... Merci. Donc, merci à Merci à tous ceux qui sont présents.